Après avoir traversé les steppes arides, hostiles et austères de l'Aubrac et de la Lozère à dos d'indomptables vélos. Après avoir survécu aux affres du voyageur en pays tropical. Après avoir vaincu les montagnes de la soif. Après s'être ragaillardi dans les châteaux du Périgord. 3 et non des moindres, valeureux et intrépides Altaïrs partent en ce mois de juillet 2002 à la conquête de l'île d'Émeraude, l'Irlande. Leur mission, ravitailler Christophe, perdu au fin fond des terres celtiques humides, au pays du Dragon Breath. C'est donc à 7h du matin que nos valeureux se retrouvent à la gare d'Annecy pour la traditionnelle photo de départ. On savoure nos derniers instants en terre française, pays du sauce et de la tartiflette. Et c'est la mine réjouie que nous nous envolons vers le pays des Biniou avec Ryanair. Décidément la compagnie la moins chère. Après une nuit plus rude à l'aéroport et un voyage en car de 5 heures, on aperçoit la première pinte de Guinness. Pas des moindres et sûrement pas la dernière. Après plusieurs heures de route depuis Cork, on arrive au bout du monde, Crouphaven, à traduire en français par Sangatte. Un jeune réfugié savoyard un peu nostalgique nous accueille à bras ouverts. Nous apprécions contraints et forcés, sans connaître la chance que nous avons, les conditions spartiates du mobil-home. Malgré l'odeur et le temps pluvieux, les 4 Altaïrs célèbrent leur retrouvaille autour d'un bon morceau de Beaufort. Et la fraîcheur de l'eau n'entame pas leur vigueur plus que légendaire. Nous faisons connaissance de Barley Cove et de sa plage où la foule se presse. De ces falaises au pied desquelles viennent s'ébattre dauphins et phoques. Puis nous quittâmes ces lieux enchanteurs sous un ciel de plus en plus bas. Dans les prisons de Nantes, Sur notre route de retour, nous croisons les derniers prisonniers politiques de l'IRA. Dans les prisons de Nantes. Quelques jours plus tard, nous continuons notre périple vers le nord, en employant la méthode favorite et peu onéreuse de Christophe, c'est-à-dire l'autostop. Mais celle-ci se révélera plus ou moins fructueuse. Mais nous préférons compter sur nos fermes mollets de poulet bicyclette. Et nous voilà partis à l'assaut de la sauvage péninsule de Beera. Mais les faux cols s'enchaînent, laissant derrière nous des traînées de sueur. Petite pause bien méritée avant d'atteindre la mer. Perte de l'itinéraire, mais une carte et le bon sens des Altaïrs nous sortiront d'affaire. Tout comme les Irlandais avec la Guinness, nous avalons sans mal sur nos destriers d'airain les centaines de miles qui nous séparent de Barley Cove. Le sort s'acharne sur le garde-boue de ce pauvre Totof, victime des farces des farfadets malicieux qui hantent les nombreux fourrés. La nuit tombée, nous retrouvons notre condition de nomade et avalons de délicieux baked beans.
pour nous réveiller au petit matin sous un soleil de plomb. Après un repas vite avalé, après s'être astreint à nos tâches quotidiennes, on peut reprendre la route pour partir dénicher les joyaux de l'île d'Émeraude. Ah, comme disait le célèbre poète Gwigos, jamais la nature eut un langage et la philosophie un autre. Nous découvrons les splendeurs du château de Castleton Beer au détour d'un bras de mer qui se dresse, imposant et fier, immuable témoin d'un passé tumultueux et violent, victime des guerres intestines entre clans irlandais et troupes sanguinaires de Cromwell. Les vestiges de voûtes et autres arcs-boutants nous rappellent, par leur imposante stature, cette époque révolue. Nous méditons encore quelques instants devant ce mur d'enceinte, dernier rempart désespéré contre les Anglais, il y a 400 ans déjà. Mais il est temps de hisser la grand voile et de mettre le cap vers le large. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à Derry, ma bien-aimée, sur mon bateau. Les menaçantes montagnes du Kerry, réputées infranchissables depuis des millénaires, se dressent telle une épine dorsale de la péninsule de Beera aux confins des comtés de Cork. Soudain, la route du col de Lillibas, construite à la sueur du front des ouvriers de Cork, s'élève face à nous. De nombreux hommes y trouvèrent la mort dans des conditions épouvantables. Mais ces légendes n'effraient pas nos mollets d'acier, entraînés à gravir les cols les plus difficiles des Alpes. Enfin, la fin du col approche, et avec elle, la fin d'un long calvaire pour nos 4 valeureux héros. De retour à Sangat, dernière balade avec Christophe pour guide, sur la pointe de Trecastle Head, petit havre de paix perché sur une falaise au cadre enchanteur, avec ses ruines et son lac tout droit sorti des légendes arthuriennes. Seul le son de la cornemuse de Christophe trouble la quiétude du lieu comme un dernier hommage. Nous tirons une croix sur notre passé de Romano pour nous essayer à un début de vie de relais et châteaux, mais qui ressemblera plutôt à un camping-gaz et réchaud. Des vitres teintées de notre nouvelle Laguna, sans nous mélanger au bas peuple, nous nous délectons des grandeurs de l'Irlande sauvage. Nous nous arrêtons tout de même pour admirer les falaises de Moher, dont l'imposante stature n'a d'égal que l'inconscience des touristes.
Cette côte déchiquetée s'avère être un terrain de camping sauvage idéal. Chaque pique-nique ou bivouac prend alors une toute autre dimension face à la beauté des lieux. C'est à partir de Buren que la lumière des cieux guidera notre pèlerinage mystique jusqu'à Clonmacnoise. Sur notre route, nous croisons nombre d'abbayes, théâtre de la lutte des Irlandais face aux puissantes et cruelles troupes de Cromwell. Et nous découvrons les cimetières cachés des victimes de la Grande Famine. Et autres monastères dont le peu qu'il reste nous laisse imaginer la violence des combats. Seule cette magnifique croix celtique ne semble pas avoir souffert des affres du temps. Ici, un cercle de pierres druidiques témoigne des premiers cultes païens en ces terres chargées d'histoire. Nous prenons le bateau pour les îles d'Aran, battues par les vents marins au large de Galway, dernier refuge des populations traquées et affamées qui vinrent y cultiver la terre après avoir entrepris des travaux titanesques. Ces îles n'étant que désolation de pierre, ces hommes et ces femmes ont entrepris d'en faire des murets de pierre. Avec des algues et de la tourbe, ils ont rendu fertiles ces terres arides et inhospitalières. Pour finir, nous regagnons Dublin et son architecture quelque peu britannique. Nous visitons les différents musées qui, pour notre plus grand plaisir, sont gratuits. Et ne cessons d'être étonnés par les nombreux bâtiments érigés en cette ville. Nous profitons des multiples pubs qui jalonnent notre chemin pour étancher notre soif, toujours aussi vive. Ou pour écouter des concerts improvisés d'instruments traditionnels, ici une joueuse de dulcimer. Dans cette épopée, au fin fond de ces terres celtiques, il y avait Florent, la terreur des baked beans. LOL, farfadet savoyard égaré en ces terres arthuriennes. Rafuk, pseudo-viking que son drakkar a fait échouer sur ses côtes déchiquetées. Christophe, qui, de penseur invertébré africain, vient confirmer sa condition de Romano en ces terres perdues. Jeudi 10 août, nos trois héros s'envolent vers leur bien-aimé pays, laissant derrière eux de somptueux paysages, d'une grandeur et d'une beauté sans pareil.